Hey, bonjour à toi, jeune olympienne et jeune olympien. Nous sommes dimanche matin, 8h45 à l'heure où je vous enregistre la vidéo. Et oui, je viens de rentrer du taf, mais ce n'est pas le sujet principal. Aujourd'hui, c'est jour de match. Jour de match, l'Olympique de Marseille se déplace en Ligue 1 cette fois-ci, parce que l'Europa League, on est bien heureux. Voilà, on a gagné, on est en demi-finale. Voilà, faut pas oublier de le dire à chaque fois. Mais la demi-finale, c'est le 2 mai. Et pour l'instant, le championnat est très important, comme il a dit Gasset. Maintenant, concentrons-nous sur la Ligue 1. C'est très important de ne pas rater cette fin de saison. Il y a des absents, on va en parler. Il y a des présents, on va en parler. Il y a des retours, on va en parler. Mais avant cela, je tenais à vous demander encore, comme d'habitude, la petite force pour la chaîne, le petit like, le petit abonnement, les commentaires, mettez la cloche si ça vous fait plaisir. On y va tout de suite, les amis? Les amigos, allez, let's go. Paf. Et on se retrouve sur l'affiche de cette rencontre qui nous a été faite par l'Olympique de Marseille. Direction Toulouse pour nos Olympiens qui défient ce soir les Violets à 19h au Stadium au TFC. Donc le Stadium de Toulouse, 19h. Voilà les amis, avec Murillo et Paul Lopez. Murillo qu'on a vu du retour, qui a fait plutôt une bonne rentrée ce jeudi-là. On va en parler un petit peu. On va parler aussi d'autres joueurs qui ont fait plutôt des belles entrées ce jeudi-là. Vous avez sur le pare-brise un petit indice de la direction de l'Olympique de Marseille, d'où ils vont plutôt, avec le numéro 13 pour les Bouches-du-Rhône et le numéro 31 pour les Hautes-Garonne du côté de Toulouse. En espérant que ça se passe bien, parce que n'oublions pas que l'OM en championnat est dernier du championnat à l'extérieur, avec deux petites victoires en Ligue 1, c'est très très peu. Allez, on va pas s'attarder trop longtemps sur cette affiche. Le principal, c'est qu'on parle un petit peu de la rencontre et des informations. Avec, pour revenir à jeudi, voilà, donc un petit message du président de l'Assemblée Générale du Benfica sur le Vélodrome. C'est l'un des stades les plus passionnés du monde, peut-être comme à Naples ou en Turquie. Si nous sommes dans l'enfer de la lumière de la loose, eux, c'est un tsunami de passion. Voilà donc cette ferveur qu'ils ont découvert pour certains du côté du Vélodrome, je parle des Portugais, eh ben ils l'ont subi et ça a apporté une force supplémentaire. C'est très important de le souligner parce qu'on va en avoir besoin. On va en avoir besoin bien sûr pour la Coupe d'Europe, pour le championnat. Il y a encore quelques rencontres au Vélodrome en championnat, là c'est à l'extérieur aujourd'hui, mais c'est très important de souligner que la force des supporters marseillais et marseillaises aussi, est très important. Les amis, merci à vous, les supporters qui étaient au stade ce jeudi-là. Allez, on va passer sur le championnat et on se fait un petit point sur le classement et les résultats qu'il y a eu depuis ce vendredi. Donc la victoire des Niçois, vendredi 3-0 face à Lorient. Et ça nous concerne puisque les Niçois sont devant nous. Les Rennais aussi, qui nous concernent aussi puisqu'ils étaient à la même hauteur que nous et maintenant ils sont en avance. Ils ont gagné du côté de Nantes lors de leur derby de la Bretagne. Je ne sais pas si c'est vraiment le beau derby de la Bretagne ou de la Loire ou je ne sais pas quoi. 3-0 du côté de Nantes à la Beaujoire. 1-0 aussi pour les Lensois. Donc là, c'est mal parti pour cette 30e journée. Voilà, pour cette 30e journée, c'est mal parti pour l'OM. Il faut absolument gagner du côté de Toulouse ce soir pour ne pas être lâché au championnat. On va regarder un petit peu sur le classement maintenant. Regardez, hop, avec ces 3 matchs qu'ils ont déroulés hier et avant-hier. Et oui, parce que je vous fais la vidéo, il est 8h47 exactement. Les matchs ne sont pas déroulés cet après-midi. Nous avons Marseille qui est 10e désormais, voilà, donc dans la deuxième partie du classement. Et oui, parce qu'il y a 18 clubs cette saison. 10e avec 39 petits points. Et les Toulousains sont juste derrière, 36 points. Donc avec une défaite de l'OM à Toulouse, eh ben, on se retrouverait au même nombre de points que Toulouse. Avec un match de retard, certes, mais on ne va pas penser à la défaite, on va penser à la victoire. Voilà, parce que c'est c'est quand même 2 victoires à l'extérieur cette saison, c'est pas assez pour ma part. Il faudrait quand même engranger des points à l'extérieur. Nous sommes derniers du championnat, je le répète et je vais le répéter encore tout à l'heure quand on va regarder les stats. Donc l'OM avec 39 points sont à 1 point de retard avec Reims. Reims qui joue cet après-midi, alors j'ai oublié la rencontre, on revient dans les rencontres d'avant. Ils jouent contre Montpellier à domicile à 15h. Donc ils ont la possibilité de nous rajouter encore 3 points pour Reims. Et ils auraient donc 4 points d'avance. L'OM en gagnant cette rencontre, il reviendrait à 1 point avec un match en retard qui se déroulera contre Nice mercredi. Donc on est encore en possibilité de doubler Reims. Imaginons, on gagne, on double Reims. Il y a Lyon aussi qu'on doublerait avec 1 point d'avance puisque Lyon
devrait normalement logiquement perdre puisqu'il joue du côté des Puputes ce soir au Parc des Princesses. Donc on pourrait se retrouver 8e, voire même 7e, puisque Rennes, avec 42 points, ont 3 points d'avance, mais ils ont une différence de but qui est la même que la nôtre. Donc si on gagne, on aurait au moins plus 9 et on serait possiblement 7e ce soir à la fin de cette 30e journée et la 29e pour nous, puisqu'on a encore le match contre Nice, je le répète. Maintenant, on va se retourner un petit peu sur la conférence de presse d'hier avec quelques petits passages de cette conférence de presse. Je vous l'ai dit, la mission de Gasset, c'était bien sûr de nous faire le plus de points possible en Ligue 1 et aussi de nous qualifier le plus longtemps possible en Coupe d'Europe. Maintenant, c'est la Ligue 1, donc il faut se concentrer et faire le plus de points, comme il dit Gasset du côté de la conférence de presse. La mission était de passer de plus de tours possible en Coupe d'Europe. C'est fait puisqu'on est en demi-finale. L'objectif, c'était le quart de finale selon la direction olympienne et prendre le plus de points en championnat. Voilà, maintenant, on se concentre sur la Ligue 1. C'est très important de ne pas négliger la Ligue 1. Derrière, il nous précise aussi qu'à Marseille, on n'a pas le droit de choisir entre 2 compétitions. On doit jouer toutes les compétitions, que ce soit la Ligue 1, la Coupe de France, qu'on a malheureusement été éliminé par Rennes, et la Coupe d'Europe. On a encore perdu Soglo. Voilà, là, il fait un petit peu le point sur les blessures, sur les forces en présence, qui a une entorse. Donc, Soglo ne sera pas là. Aminarit ne sera pas là, il est suspendu. Gigot et Lafont sont suspendus, selon Gasset. On compte sur les entrants dans ce groupe. Klos et Sarr sont convalescents, donc ils ne seront pas présents. Ils seront prêts face à Nice ou contre Lens. Donc, probablement contre Nice, mercredi, on aura le retour de Klos et Sarr. Ou alors, pour ne pas prendre de risque, ils seront là dimanche prochain contre Lens au Vélodrome. Allez, on continue avec le groupe justement. Voilà, on fait un petit point sur le groupe. Nous avons les 3 gardiens, Paul Lopez, Ruben Blanco et Jel Van Neck. Pour la défense, avec Gigot qui est absent, Meite qui est absent, blessé aussi jusqu'à la fin de saison, et Mbemba qui n'est pas là non plus. On l'a vu sortir jeudi à la mi-temps, c'est parce qu'il était limite presque en rechute. Donc, vaut mieux pas prendre de risque avec Mbemba. Donc, on a Balerdi qui sera titulaire normalement. Murillo qui est de retour, donc il a joué jeudi, qui a fait une belle entrée. On en a parlé tout à l'heure, donc il sera là. Ulysse Garcia, donc à noter, le retour du Suisse, qui n'a pas pu jouer jeudi parce qu'il n'est pas enregistré dans la liste européenne. Daou qui est considéré comme un défenseur mais qui est plutôt un milieu défensif, qui a fait une bonne entrée jeudi, on va en parler tout à l'heure. Sparagna, donc le joueur que vous connaissez qui a joué avec Bielsa, il a 28 ans maintenant ou 29, donc qui est là pour remplacer plus ou moins pour faire le nombre. Et Yakin, je ne sais plus c'est quoi son prénom, Madi, je ne sais pas si on dit Madi ou Madi, qui sera là dans les défenseurs. Pour le milieu de terrain, Onana sera de retour, pas enregistré pour l'Europe. Kondogbia, Gay de retour aussi, pas enregistré pour l'Europe. Verretou et Unai. Pour les milieux, ça va, on a encore du nombre. Pour les attaquants aussi, ça va. On a Aubameyang, Ndiaye, Enrique, Correa, Sidi Ali, Mumbagna et le jeune Abdallah, le neveu de Maolida. Voilà pour le groupe. Maintenant, on va continuer, on va revenir un petit peu pour voir une petite boutade. C'est Ghislain Printemps. Vous le voyez, là, il va un petit peu simuler des blessures. Regardez, il boite. C'est pour le retour de Jonathan Klaus, voilà, qui est de retour de blessure. C'est un petit peu pour se moquer, pour détendre un petit peu l'atmosphère. Ça fait plaisir de voir ces images humoristiques. Les amis, c'est Ghislain Printemps. Allez, on passe sur autre chose avec les compos probables selon l'équipe. Et on va voir la Provence juste après. Donc l'équipe qui nous met un 4-3-3 avec le gardien Paul Lopez, Murillo à droite, Ulysse Garcia à gauche, Balerdi, Kondogbia pour la défense. Balerdi et Kondogbia. Donc Balerdi qui sera plutôt côté droit. Là, ils sont un petit peu trompés. Kondogbia, le capitaine, qui va recaler en défense comme on l'a vu faire face au Benfica en fin de match, avec Gigot qui était sorti et Daou qui l'avait remplacé. Pape Gueye qui sera titulaire selon l'équipe avec Onana au milieu et Unai. Je pense que Pape Gueye pourrait jouer un cran plus haut, Unai à droite, Pape Gueye à gauche et Onana dans l'axe. Ce sera plutôt dans ce sens-là à mon avis. Ndiaye sur la droite de l'attaque, Mumbagna dans l'axe et Luis Enrique côté gauche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait se faire comme ça, la probable composition. N'hésitez pas à me faire votre compo aussi dans le chat, dans le commentaire, pardon. Et on va voir la compo derrière de la Provence. Regardez cette compo. Et regardez la compo de la Provence juste derrière. Je crois que c'est pratiquement la même si je ne me trompe pas. Alors on va regarder. Donc un 4-3-3 aussi. C'est à droite la compo de l'OM. Avec Murillo, Balerdi, Kondogbia, Garcia. C'est la même défense. Onana, Unai, Pape Gueye. C'est comme je l'aurais positionné moi finalement. C'est le même milieu mais positionné différemment. Avec Pape Gueye qui est plus haut que Onana.
Ndiaye, Mumbagna, Enrique, en fait, c'est la même équipe. C'est la même équipe que l'équipe. Donc, ne faites pas attention de la compo de l'équipe. Sur le banc, nous aurons Blanco, Daoud, tout ce qu'il y avait dans le groupe. Et les suspendus en cas de carton jaune, nous aurons Aubameyang, Balerdi et Kondogbia. Alors attention, Balerdi, surtout on a beaucoup d'absence en défense. Ça serait bien que Balerdi ne prenne pas d'avertissement. Aubameyang, s'il est remplaçant, il n'en prendra pas. Et Kondogbia, s'il est remplaçant ou alors s'il est en défense, eh ben, il pourra en prendre finalement. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Faites-moi votre propre compo avec tous les choix de joueurs que vous avez dans le groupe marseillais. Concernant nos adversaires ce soir, donc Toulouse, on les a vus, je les ai commentés la semaine dernière contre Rennes. Du côté de Rennes, ils ont gagné à Rennes, 2-1 si je ne me trompe pas comme score. Il y avait en absence le capitaine Siro qui revient, donc à noter, joueur important au milieu de terrain. Il était remplacé par Caceres qui avait fait un excellent match à Rennes. C'était peut-être le meilleur joueur lors de ce match-là. Donc là, il est sur le banc. Est-ce que c'est pas un bon signe pour nous? Il avait marqué un superbe but d'ailleurs, le joueur équatorien, si je ne me trompe pas de nationalité. Voilà, donc en force, en présence, nous avons Suazo qui avait fait un bon match aussi du côté de Rennes. La défense centrale qui est costaud du côté de Toulouse. Et attention à l'attaquant qui est Dalinga. Abourlal pour la vitesse et Magri aussi qui va super vite. Voilà les amis, de qui vous avez peur du côté de Toulouse? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et ça fait toujours plaisir. Il y a aussi le gardien Reste, que l'OM s'intéresse ou pas, on ne sait pas, il y a des rumeurs autour de lui les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de nos adversaires. Maintenant parlons des joueurs qui ont fait une excellente prestation ce jeudi. Et je vais revenir un petit peu sur lui, c'est Leonardo Balerdi, notre Argentin préféré maintenant, parce qu'avant on ne l'aimait pas trop. Voilà, finalement, vous savez ce que c'est hein, du côté des supporters marseillais. On aime un joueur quand il est bon, et derrière, quand il est mauvais, ben, on va le critiquer. Mais c'est logique quand c'est justifiable. Voilà, Balerdi a fait beaucoup de bourdes dans sa carrière, dans son passage à l'OM, et c'était normal qu'à ce moment-là, on le critique. Comme Mumbagna, quand il fait des mauvais contrôles, c'est normal qu'on râle un petit peu. Comme d'autres joueurs, Vitinha, c'est normal qu'on critiquait quand il était critiquable. Voilà, maintenant, c'est pas dire qu'on est des girouettes de dire qu'il est bon Balerdi, c'est juste qu'il a arrêté de faire ses bêtises. Voilà, quand il arrête de faire de ses bêtises, on le sentait avoir du beau potentiel à l'époque. C'est pour ça qu'on était peut-être méchant avec lui. Et maintenant qu'il fait plus de bourdes, eh ben, ça devient un excellent défenseur. Et peut-être, pour ma part, il fait partie des meilleurs défenseurs déjà de Ligue 1, c'est sûr. Et peut-être même d'Europe. Hein, parce que finalement, quand on regarde bien comment il a éteint les joueurs du Benfica lors du match retour surtout, là, on commence à avoir un énorme joueur qui tient notre défense à lui tout seul pratiquement. Voilà, il a rattrapé pratiquement les errances défensives qu'il avait MMA en début de match. Je vous l'avais dit, il était un petit peu avec des errances défensives où il laissait dans son dos beaucoup de joueurs benfiquistes passer. Et derrière, Balerdi, ben, il a rattrapé plein de petites errances à lui tout seul. Alors, Jean-Louis Gasset nous a dit sur Balerdi, c'est un très gros défenseur, je rajoute un trait. Il est en train d'atteindre un niveau petit point, c'est-à-dire stratosphérique, je vais rajouter un petit mot aussi. Il a prouvé contre Benfica, il était juste impassable, il m'a donné cette impression. Mais ça ne m'étonne pas, parce que c'est un professionnel hors pair et il a un grand avenir dans le football. Et je suis d'accord avec lui. Alors, en cette fin de saison, on le sait qu'il va probablement partir. Je l'espère qu'on arrive, pourquoi pas, à gagner cette Europa League et qui veuille rester à l'OM pour jouer la Ligue des Champions avec nous une dernière année, qu'on le prolonge. Je vous ai dit, il a un contrat jusqu'en 2026. Et pourquoi pas l'année prochaine, voilà, selon ce qu'il voudra l'année d'après, voilà, pourquoi pas le vendre à ce moment-là, quand on aura une Ligue des Champions, pourquoi pas aller en 8e de Ligue des Champions et qu'on le vende encore beaucoup plus cher, la cinquantaine, soixantaine, 70, 80, 200 millions si vous voulez, quand il sera international argentin et peut-être titulaire avec l'Argentine, l'Albi Céleste. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Leonardo Balerdi, qui est en train d'atteindre un niveau stratosphérique. Autre joueur que je voulais citer aussi, c'est Unai. Unai, pour ma part, lors du dernier match, j'ai entendu des sifflets quand il est sorti. Alors, je ne sais pas si c'est des sifflets pour le joueur ou plutôt pour le choix de Gasset. À ce moment-là, il y avait 0-0. Et Unai faisait plutôt une prestation honorable, voire bonne en première mi-temps, voire peut-être très bonne en début de match. Et plus le temps il avançait, je crois que c'est à l'heure de jeu qui sort un truc comme ça, plus on a l'impression qu'il s'éteignait. Et Gasset, il a justifié son choix de le changer pour mettre Mumbagna et faire entrer Enrique à la place de Soglo pour apporter de l'offensive. Et oui, parce qu'à ce moment-là, on était éliminé, il y a 0-0. Il voulait apporter un poids offensif. Et finalement, Gasset, avec le recul maintenant, on se dit qu'il avait totalement raison d'enlever
Alors, soit Unai, soit Amin Harit, soit Ndiaye, il aurait pu faire un choix différent. Mais il a préféré enlever Unai, qui apportait peut-être moins offensivement à ce moment-là. Il était un peu sur la pente descendante, comme je viens de vous le dire. Donc, il justifie son choix en disant il fallait marquer. J'ai donc sorti un milieu de terrain pour faire entrer un attaquant, en parlant de Moumbagna. Il ne fallait pas trop tarder. Et en fait, il a eu tout juste Gassé, tout juste dans ses choix. Donc, en faisant rentrer Moumbagna, que je vais parler justement après. Donc, Unai, pour ma part, qui a fait plutôt une bonne prestation. Donc c'est plutôt un bon signe que Unai aussi commence à être un peu meilleur. Ça serait bien qu'en fin de saison soit un peu meilleur. Voilà, moi je l'ai critiqué à Unai. Hein. J'ai critiqué, comme je vous l'ai dit, Balerdi pendant un moment. J'ai critiqué aussi Moumbagna pendant la rencontre parce qu'il il était mauvais sur ses contrôles et tout. Quand il a marqué, j'ai dit bravo à Moumbagna. Mais sinon, sur tous ses gestes techniques, il était mauvais. Comme Enrique, on l'a critiqué, et on peut le critiquer encore peut-être ce soir s'il joue et qu'il est encore à l'ancien temps. Mais sur le match contre Benfica, Enrique a été énorme aussi. On va en parler un petit peu aussi d'Enrique après. Parce qu'il y a un petit coup aussi pour le mercato pour Enrique, vous allez voir. Restez jusqu'au bout. Alors pour Moumbagna, voilà, maintenant passons sur le Moumbagna qui revient sur son but face à Benfica. C'était spécial, nous dit Moumbagna lors de la conférence de presse d'hier, et vraiment fou de voir tout le stade se lever. On a tout donné durant tout le match. Lorsqu'une équipe est soudée, cela peut que donner des résultats comme ça. Voilà, on le voit, sa joie contre Benfica, le but qu'il met, la tête, il passe devant son défenseur. Alors pour Moumbagna, on va voir justement derrière, regardez ce qu'il dit. Il a été critiqué, comme je vous l'ai dit, sur les critiques. À mon arrivée et jusqu'à présent, je suis critiqué. Je sais ce que je sais faire. Je suis à la disposition du coach dès qu'il a besoin de moi. Et là, je vais préciser les choses. Donc, on l'a critiqué pendant la rencontre, peut-être dans les rencontres d'avant, sur sa capacité à contrôler le ballon, à son côté emprunté quand il conduit le ballon. Il n'y a pas que les contrôles. Ses passes aussi aléatoires. Il est trop mou, trop fort. Il n'est pas encore précis techniquement. Alors, est-ce que c'est des automatismes? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il n'a pas la technique pour? Moi, je pense qu'il y a aussi il doit s'habituer à ses partenaires. Ça fait pas très longtemps qu'il est là. Ça fait que 2-3 mois. Je pense qu'avec le temps, il va s'adapter et avec la confiance, ça va aller mieux. J'espère en tout cas. Je l'espère. Là, il vient de marquer un but. Ça n'a pas changé pendant la rencontre parce qu'il a été encore dégueulasse juste après d'avoir marqué le but. Mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance en ce joueur. Je ne sais pas, j'ai un ressenti. Je ne sais pas si vous l'avez comme moi, qui va faire plutôt un bon passage à l'OM. Je l'espère qu'il reste le plus longtemps possible s'il réussit. Mais j'ai un ressenti qui, je sais pas, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est un ressenti personnel que j'ai avec ce joueur. Je sais pas, il a un truc qui me plaît. Plus que Vitinha quand il était arrivé. M'en veux pas Vitinha. Quand tu reviendras, ben j'espère que tu seras bon. Mais pour l'instant, donc Moumbagna, on peut le critiquer quand il réussit pas ses gestes. Mais là, il nous a pratiquement qualifiés puisqu'il nous a envoyé en prolongation. Donc merci à Moumbagna. Il est là pour marquer des buts. On attend qu'il marque des buts. Il a déjà marqué 2 ou 3. 2, je suis sûr. 3, je ne suis pas sûr finalement. Combien il a marqué de buts? Dites-moi dans les commentaires, je ne me rappelle même plus. Mais en tout cas, il nous a marqué le but qui est très important pour cette rencontre-là. On attend que tu marques des buts. Et bien, si tu nous marques des buts et que tu es mauvais dans les contrôles, et ben c'est pas grave. On te critiquera pour tes contrôles, mais on dira merci quand même Moumbagna après la rencontre. Il faudra l'accepter, que ce soit les critiques ou que ce soit tes félicitations que tu recevras après. Donc ça sera un petit peu ambivalent quand on parlera de Moumbagna en fin de match à chaque fois. On dira, ah putain, ah, il est quand même emprunté quand il contrôle le ballon, quand il conduit, il est lourd et ci et là. Mais par contre, son placement, son efficacité, eh ben, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut d'un buteur. Il pèse aussi sur les défenses, ça aussi c'est important de le dire. N'oublions pas que l'occasion du but, c'est lui qui emmène le défenseur sur lui avec Orsnes qui est devant lui à ce moment-là et qu'Aubameyang permet d'avoir un petit peu d'espace libre sur le côté gauche parce que sinon il y aurait peut-être eu un autre joueur qui serait allé sur lui, qui permet après de centrer et lui il passe devant son défenseur, un geste d'attaquant, un mouvement d'attaquant et un déplacement d'attaquant et il passe devant, il met la tête puissante entre les jambes du gardien. C'est parfait, merci Moumbagna. Pour terminer sur Moumbagna, il nous précise justement avec Aubameyang, j'en parlais juste avant, qu'il a une relation de grand frère, petit frère. Et oui, Aubameyang, il a 34, 30, bientôt 35. Lui, il n'en a que 23 ou 24, je ne sais pas s'il les a eu. Donc, il y a plus de 10 ans d'écart. Il commence sa carrière au très haut niveau. Je parle du très très haut niveau maintenant avec les Coupes d'Europe. Et si là, il commence à s'habituer à marquer des buts en Coupe d'Europe. Il avait commencé avec Bodo Glimt, mais là, il continue avec l'OM. Et là, c'est vraiment le début de sa carrière où il est connu. Voilà, il commence à émerger. À l'OM, tu es vachement connu, tu es mis en avant. Donc, il a besoin d'un joueur qui le cadre, comme Aubameyang, qui doit peut-être lui donner des conseils. Et il essaye d'avoir des liens avec tous ses coéquipiers, il dit. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'automatisme qu'il doit avoir avec tous ses partenaires.
Voilà pour mon Bagna. Je ne vais pas en rajouter plus, sinon je vais en parler pendant 150 ans. Et on va parler sur un autre joueur qui est rentré, je vous ai dit, c'est Luis Enrique. Alors, je vous ai parlé du mercato, c'est pas vraiment le mercato, mais ça concerne son avenir à l'OM. C'est une prolongation qui lui a été proposée. Alors d'abord, le fait d'être éloigné du but, ça c'est une précision de Gasset, ça lui enlève de la pression. Gasset est habile de l'utiliser ainsi pour lui rendre confiance petit à petit. Ça, c'est ce que je vous avais dit. N'oublions pas, avec le passage d'Enrique, avec le passage de Sampaoli, quand il avait Enrique qui le mettait en piston, il a été excellent. Bon, je ne vais pas dire excellent, il a été bon, voire très bon par moment. Je vous parle des stats, c'est 5 passes décisives, j'arrête pas de le répéter, en 10 rencontres avec Sampaoli quand il était positionné en piston gauche. Le poste qu'il a eu contre Benfica, c'était ce rôle-là. Et il a été bon par moment, voire même très bon. Alors, je ne dis pas qu'il va être bon, voire très bon à chaque match, mais est-ce que ça serait peut-être pas l'occasion de le réessayer encore toujours à ce poste-là pendant un laps de temps? Alors, soit en latéral gauche, quand on manque de latéraux gauche ou latéral gauche, ou soit en piston gauche directement, qui parte de loin. Il a de la vitesse, il a de la puissance, il a une petite technique quand il veut bien, quand il a de la confiance. Et pourquoi pas le mettre plus bas sur le terrain, qui prenne moins de risques. Et voilà, avec son habilité, ça serait peut-être plus simple pour lui. Moi, je pense que ça serait peut-être mieux de le voir en piston gauche. Ensuite, pour la prolongation de son contrat, qui expire en juin, donc en juin 2025, pardon, pas en 2024, on lui a proposé une proposition de contrat de prolongation. Alors, je ne sais pas si c'est en 2026 ou 2027 pour prolonger son contrat, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Selon la Provence, c'est la Provence qui a marqué ces trucs-là. Donc, selon la Provence, il n'y a toujours pas de réponse. On attend de voir. Peut-être que s'il a plus de temps en fin de saison-là, avec pourquoi pas de la réussite, comme il a joué contre Benfica ce jeudi, pourquoi pas avoir un nouveau joueur sous contrat l'année prochaine. Et après, on verra si on le vend, si on le garde, ou peut-être qu'il réussira à l'OM, hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout peut se chambouler, les amis. Tout peut se chambouler. Donc, on l'a critiqué. Dernièrement, j'avais dit que Luis Enrique n'avait pas sa place à l'OM. Mais de ce qu'on voyait sur le terrain, c'était logique de le dire. Hein. Il était mauvais. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai raison ou pas? Allez, dites-moi si j'ai raison pour Luis Enrique. Allez, j'enchaîne. Merci Luis Enrique d'avoir fait un bon match contre Benfica. Allez, on revient sur la rencontre, les amis, sur Toulouse-OM, parce que c'est vraiment ce match-là qu'on va s'intéresser ce soir et aujourd'hui. Donc, 3 choses à savoir concernant le Toulouse-OM. La fausse joie de Lafont. Gaël Lafont, oui, il pensait être dans le groupe. Il pensait être dans le groupe pour ce soir, mais malheureusement, il est suspendu. Voilà, je compte sur toi pour Toulouse. Voici les mots glissés à Gaël Lafont par un certain Jean-Louis Gasset au lendemain de la première apparition du minot chez les pros. Vendredi, lors du lendemain du Benfica, Jean-Louis Gasset est venu le voir à Gaël Lafont. Il lui a dit tu seras dans le groupe pour dimanche. Mais derrière, il avait oublié, enfin, il ne le savait même pas. Problème, ni le coach, ni son protégé, ni Gaël Lafont n'étaient au courant de son étrange suspension. Après son 3e avertissement récolté au moins de 10 rencontres, le Marseillais a été automatiquement privé d'un match à partir du week-end du 13 et 14 avril. Or, selon le règlement, cette suspension s'applique sur toutes les catégories auxquelles Lafont peut être aligné, des U19 à la Ligue 1. OM Nice ayant été décalé, sa suspension est donc effective pour la prochaine rencontre des pros, à Toulouse. Celle-ci a néanmoins été purgée chez les jeunes et en réserve. Donc il doit purger une suspension vu qu'il y a un match qui est décalé d'OM Nice. Malheureusement, pas de Gaël Lafont, il ne sera pas dans le groupe. Après, est-ce qu'il aurait eu du temps de jeu? Parce que c'est un joueur offensif, Gaël Lafont. C'est pas comme Daou qui peut potentiellement avoir du temps de jeu. Je pense qu'il aurait peut-être pas eu du temps de jeu. Il y a quand même des joueurs offensifs qui ont leur place avant lui. Je pense pas qu'il aurait eu du temps de jeu. Après, je passe à autre chose. Aux supporters, on revient aux supporters encore une fois, avec 1000 fadas en parkage. Ils sont officiellement 1000 supporters olympiens à effectuer le déplacement au stadium ce soir. Cantonnés au parkage visiteurs, ils recevront comme d'habitude l'appui des milliers d'autres fans de l'OM disséminés aux 4 coins de l'enceinte, où 28 000 spectateurs sont attendus. Et oui, on le sait, dans chaque stade en France, il n'y a pas que le parkage des visiteurs marseillais qui supportent l'OM. Que vous allez à Lille, que vous allez à Valenciennes, que vous allez à... Je ne sais pas pourquoi je parle de Valenciennes, ces enfoirés, mais bon, c'est pas grave. Que vous allez n'importe où, même au Parc des Puputes, qu'il n'y a pas de parkage, vous avez disséminé dans tous les stades en France des supporters de l'OM. Voilà, c'est pas pour rien que l'OM est le plus grand club français, hein, n'est-ce pas les Parisiens? Allez, et la dernière info, c'est Martinez Novel, donc le coach de Toulouse, devant son écran jeudi soir, il était pour l'OM. Non, je ne sais pas s'il était pour l'OM, mais en tout cas, l'entraîneur toulousain s'est frotté les mains. Bien sûr, c'est une bonne chose pour nous que Marseille soit allé jusqu'au tir au but, a souri Carles Martinez Novel.
Et oui, les Marseillais sont fatigués. Et il rajoute l'intensité sera la clé. L'intensité de ce soir sera la clé. Et il a plus ou moins raison. Je pense que c'est la clé de la rencontre, l'intensité. On va avoir des joueurs qui sont peut-être un petit peu rincés. Je pense que Balerdi, il avait des petites crampes en fin de match aussi, même s'il a tiré dans la séance de tir au but. Attention, il y a beaucoup de joueurs qui sont un petit peu à la limite, hein. J'espère qu'il n'y aura pas de chute ou de rechute ou de blessure. Voilà, Verretou, il va falloir le faire souffler. On a vu en fin de rencontre jeudi qu'il était à la limite de la rupture d'une blessure et tout bordel. Il se tenait, il avait pleuré tout bordel. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient à la limite jeudi. Donc il y aura une petite rotation. Je ne sais pas si la compo que je vous ai mis tout à l'heure, ça sera la bonne. Je pense qu'on ne sera pas loin parce que Balerdi, il faut le mettre, hein, absolument. On n'a pas d'autre vraiment choix de défenseur, vraiment cadre. Donc attention l'intensité parce que ça peut faire la différence. Et j'espère qu'en début de match, on ne se fera pas surprendre par un départ en trombe des Toulousains. Les amis, donnez-moi votre clé du match. Donnez-moi votre clé du match et on va passer sur les stats. Les stats de la rencontre. Et on y va tout de suite. Avec le site de l'OM qui nous met quelques stats. Il y en a 5 exactement. Allez, je vous lis ça. L'OM a gagné 8 de ses 9 derniers matchs face à Toulouse pour un nul. Donc on a invaincu depuis 9 rencontres face au TFC en championnat. Ou peut-être en coupe aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, 9 matchs sans défaite consécutifs contre Toulouse. Toulouse n'a remporté aucun de ses 19 derniers matchs contre l'OM en Ligue 1. Ah, là c'est encore plus long. En Ligue 1, 19 matchs sans défaite en Ligue 1 contre Toulouse. 7 nuls, 12 défaites. Donc 12 victoires marseillaises, 7 nuls. C'est sa plus longue série sans victoire ou sans défaite pour l'OM contre un même adversaire dans son histoire dans l'élite. Non, pas sans défaite pour l'OM puisqu'on a eu d'autres séries. Toulouse affiche le 4e bilan en Ligue 1 sur l'année 2024, 22 points derrière Lyon, Paris et Brest. Le TFC a pris 61,1% de ses points en 2023-2024 depuis le mois de janvier, 22 sur 36, pourcentage le plus élevé dans l'élite. Donc attention, on tombe sur une équipe en forme. On tombe sur une équipe en forme en Ligue 1. Nous, en Ligue 1, on n'est pas en forme. Rappelons-nous qu'on a perdu 3 fois d'affilée. On a perdu à Rennes, on a perdu à domicile contre les Puputes et on a perdu contre Lille. Voilà, ça fait 3 défaites en Ligue 1 consécutives. Certes, c'était 3 matchs assez compliqués. On savait que ça allait être compliqué. Mais voilà, là, on tombe contre une des meilleures équipes de Ligue 1. Attention. Attention, en ce moment, hein, je parle. Hein. Toulouse est l'équipe qui a commis le plus de fautes en Ligue 1 cette saison, 436, mais demeure la seule à n'avoir reçu aucun carton rouge dans l'élite en 2023-2024. Cela dit, les stats sont faites pour changer. Hein. Voilà, pour changer. Et je pense que cette stat, le carton rouge, je peux leur donner s'ils veulent. Allez, 9. Aucune équipe n'a bénéficié de plus de pénaltys en Ligue 1 cette saison que Toulouse. 9 comme Paris et Rennes. Tiens, les Parisiens, plus de pénaltys que les autres. Tandis que seul Lorient, 0, en a obtenu moins que l'OM, 2. Donc l'OM est avant-dernière en Ligue 1 à avoir obtenu le plus de pénaltys, donc 2 pénaltys depuis le début de cette saison de Ligue 1, et 0 pour Lorient qui est dernier, et 9 pour Toulouse qui sont premiers. Donc attention, surtout que l'arbitre, j'allais oublier de vous parler de l'arbitrage, c'est Clément Turpin. Et oui, Clément Turpin qui voit que Lyon n'est pas loin de l'OM, ils vont... Non, je rigole. Allez, on va pas parler de l'arbitrage parce que sinon ça va porter la guigne pour l'OM. Mais n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, vous, si vous en avez envie, les amigos. Allez, pour la rencontre, on va dire que c'est plus ou moins... Oui, c'est plus ou moins terminé si je regarde la suite. Mais derrière, il y a d'autres petites infos qui peuvent concerner la suite de la saison. Alors, je vais vous donner mon pronostic pour ceux qui ne veulent pas suivre la suite de la vidéo. Alors, mon petit pronostic... Allez, je vais dire une victoire 2-1 de l'OM. Allez, comme ça, on est dans le chauvinisme et on veut des points et il faut absolument une victoire. On est en mission, les amis. Hein. La vidéo, c'est en mission. Allez, une victoire 2-1 et un but de... Eh ben tiens, pourquoi pas une tête de Balerdi, vu qu'il est très très en forme. Allez, pourquoi pas un but de Balerdi. Allez, on va arrêter et on continue avec maintenant les informations. Avec, vous avez vu peut-être que Mehdi Benassia est passé du côté de Rotten sans flamme. C'était il y a 2-3 jours déjà. Et il nous a parlé du projet du président Pablo Longoria, qui a un projet de 3 à 5 ans à l'OM. Et il dit qu'il sera avec lui tout le long de cette période-là. 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, ça correspond plus ou moins à la même durée que le centre de formation. Vous vous souvenez, j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à revenir sur les anciennes vidéos. Marc Otero qui parle de son projet, tout basé plus ou moins sur la mentalité, à vraiment coucouner ces jeunes, à leur donner une mentalité de gagnant, de guerrier, parce que le contexte marseillais est difficile. Mais je ne vais pas passer sur le centre de formation, même si on va parler des jeunes derrière. Des jeunes derrière comme les deux qu'ils ont joué
ce jeudi. Donc le projet sur 3-5 ans, Mehdi Benassia a bien précisé qu'il va s'intéresser fortement maintenant au centre de formation, que ce soit les U17, les U15, les U19, qui vont peut-être gagner la Gambardella, on l'espère, la deuxième de l'histoire de l'OM. Et il va essayer de les incorporer le plus possible. C'est ce qu'on a compris plus ou moins dans l'interview, dans l'entretien de Mehdi Benassia. Donc Gasset sur Lafont, donc ça c'est en conférence de presse, qui nous parle de Lafont et de Daou. C'est une génération dorée. Et oui, c'est une génération dorée puisqu'ils gagnent le championnat U17, n'oublions pas, de France. Et ils sont en demi-finale de Gambardella. Être premier du championnat, en plus cette année, ils sont premiers en U19. Et en demi-finale de Gambardella, ce n'est pas donné à tout le monde. Et même dans les autres catégories, U17, U15, je ne sais même pas si c'est U14 peut-être, ils doivent être dans les premiers tout. Ils sont pratiquement premiers dans toutes les catégories. De toutes les catégories. Et même les féminines, tiens. Petite force aux féminines là, qui joue aujourd'hui, il me semble. Je ne sais plus contre qui, mais en tout cas, force à vous les filles. Voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les jeunes qui vont être incorporés au compte-gouttes. Là, on a eu une découverte avec Lafont. Bon, on connaissait de nom, moi je connaissais de nom. Daou, je connaissais juste de nom, mais je n'avais pas encore vu. Et on a vu franchement que Daou, il était pas mal, franchement, j'ai bien aimé son entrée à Daou. Lafont, on l'a moins vu, comme je vous l'ai expliqué dans le live la dernière fois. Il n'a pas joué vraiment son rôle, c'est un joueur milieu offensif. Il a plus cherché à récupérer le ballon, il courait après le ballon. Il n'a pas eu vraiment une position offensive dans le jeu. Il a eu un coup de pied arrêté, on a vu qu'il avait une pote batte gauche. Mais Lafont, on le verra peut-être un peu plus en cette fin de saison si on joue en roue libre en Ligue 1 et qu'on gagne pourquoi pas l'Europa League. Ou alors en début de saison l'année prochaine. Ça serait sympa qu'il y ait des joueurs comme lui, comme d'autres joueurs comme Bacola, en espérant qu'il signe pro, parce que pour l'instant, il n'a pas signé pro chez nous. Ou alors un petit Sternal qui pourrait émerger l'année prochaine. Ou alors un Selami, ou alors un Bezaaf, si je ne me trompe pas. Ou alors un Dosso, le gardien. Il y a tellement de potentiel dans les catégories jeunes de l'OM cette année, et les années précédentes, qu'on en vient à être positif pour l'avenir, pour le cru marseillais. Voilà, donc ça c'est un supplément qui peut rajouter beaucoup de symbolique dans le futur de l'OM. Voilà, pourquoi pas, on espère les voir de plus en plus. Allez, j'enchaîne avec autre chose les amis, on arrête avec les jeunes et on parle du calendrier. Donc le calendrier qui est bientôt terminé, on est en fin de saison les amis, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rencontres si on va en finale. 9 rencontres au max si l'OM se qualifie face à l'Atalanta, ou 8 si malheureusement on ne passe pas face aux Italiens. Donc nous avons le déplacement à Toulouse ce soir, ensuite on reçoit Nice mercredi, ensuite on reçoit Lens dimanche prochain, et après on reçoit l'Atalanta. 3 réceptions de suite. Ensuite on se déplace à l'Atalanta. C'est à ce moment-là où il faudra faire le dos rond. Ensuite, on reçoit encore Lorient. Et après, on finit par 2 déplacements en Ligue 1. Et après, il y aura le déplacement à Dublin, je l'espère. Et je l'espère y aller, pourquoi pas, moi aussi. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à me dire, faites-moi votre petit, comme on faisait la dernière fois. Faites-moi les V, N et D pour victoire, nul et défaite pour tous les rencontres. Vous me faites Toulouse V ou alors vous me faites T, V ou alors ce que vous voulez. Mais faites-moi tous vos prédictions pour toutes les rencontres qui vont arriver jusqu'au Havre. Hein. Faites pas la finale. Si vous avez envie de faire la finale, n'hésitez pas à me dire et mettez-moi le match que vous voulez en finale. Leverkusen ou alors l'AS Roma si vous voulez. Voilà le calendrier qui est vraiment, ouais, comme il dit InfoM, infernal. Entre le 21 avril et le 22 mai, donc ça fait un mois pile, nous avons 9 rencontres, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Allez, on va terminer avec encore 3-4 choses à voir ensemble. Donc Gasset qui termine sur les critiques concernant le report des matchs. Eh oui, parce que je ne vous ai pas signalé que les matchs, je reviens sur le calendrier, le match de Reims qui est programmé au 15 mai, là comme vous voyez ici, était programmé normalement entre le match de l'Atalanta aller et le match Atalanta retour au week-end du 4 et 5 mai. Mais le problème, voilà, tout le monde a commencé à râler. Il y a Eric Roy, l'entraîneur de Brest. J'ai vu même des personnes de Canal+ râler et fustiger envers ça, alors que bon, on s'en fout de leur avis. Voilà, qui critiquaient un petit peu cette décision-là. Mais n'oublions pas que le 5 mai, c'est l'hommage au peuple bastiais et aux personnes qui sont disparues à la catastrophe de Furiani en 92. Donc, le 5 mai, logiquement, il ne devrait pas avoir de match d'effectifs de Ligue 1. Normalement, je crois qu'il y a un arrêté ou il y a une loi qui a été sortie en 2020-2021. Je ne me rappelle plus de l'année, mais de souvenirs, comme ça, de tête, il me semble qu'il y a une loi qui avait été écrite. Hein. Normalement, le 5 mai, pas de match. Donc, l'OM n'aurait pas pu jouer.
Ils n'ont pas pu jouer parce que on va pas jouer le samedi alors qu'on joue le jeudi 2 mai. Vous voyez ce que je veux dire? On joue le 2 mai là, le jeudi. On n'aurait pas pu jouer le samedi 4 mai. Vous voyez ce que je veux dire? Si le 5 mai on pouvait pas jouer. Donc ça aurait été déplacé quoi au lundi. Mais le lundi après ça aurait fait le match de jeudi pour l'Atalanta. Non, c'était compliqué. Donc c'était normal qu'on déplace le match de Reims. C'était normal qu'on déplace le match de Reims. Le match de Lorient, c'est normal aussi, parce que le match de Lorient, normalement, on aurait dû jouer samedi, mais on le déplace à dimanche, parce qu'on joue jeudi aussi contre l'Atalanta. Donc, les déplacements, les décalages de nos matchs contre Reims et Lorient sont tout à fait justifiables, voilà, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à réagir dessus aussi. Et la réaction de Gasset sur ces critiques, il parle, donc il nous dit, sur les critiques concernant le report des matchs, je n'y peux pas grand-chose. Quand on a plus de récupération, on est content. Personnellement, cela ne me dérange pas. Et moi, je vais vous dire, je répondrai la même chose si j'étais à sa place. Voilà, je m'en fous, je dirais. Je m'en fous complètement. Tant que nous, on a du repos, c'est ce qui m'intéresse. Allez, on termine avec un ancien joueur de l'OM, les amis. La Lazio qui a activé l'option d'achat de Matteo Guendouzi. Voilà, l'OM va recevoir 18 millions d'euros, bonus compris. Donc c'est 13 plus 5 si je ne me trompe pas, ou 15 plus 3 à l'inverse. On s'en fout. En tout cas, ça fait 18 millions d'euros en tout si les bonus sont levés. Voilà, donc je crois que c'est 5 millions d'euros de bonus. Donc on va dire on a 13 pour l'instant sûr et 5 si les bonus sont levés. Selon Fabrizio Romano qui nous dit que l'option est levée. Donc merci à toi et bonne chance à toi avec la Lazio. Alors, il y a un leak des maillots de l'année prochaine qui est sorti. Alors, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs parce que j'avais vu aussi le motif. J'avais vu un motif qui était sorti. Et vous allez voir le motif derrière qui ne ressemble pas vraiment au maillot à l'extérieur, qui est un peu maillot, comment on dit ça, armé, là, je ne sais pas comment on dit, là, camouflage. Donc, je vous mets les maillots en gros. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi votre note des maillots. À domicile, parce que je pense que ça serait le domicile si c'est un vrai maillot qui sortirait l'année prochaine. Moi, je le trouve beau. Hein. Moi, je le trouve beau. Moi, ça me plairait qu'il soit comme ça. Voilà, moi, je mettrais un 7 sur 10 au moins. Et derrière, le maillot à l'extérieur. Voilà, donnez-moi votre note. Je le trouve aussi sympa. Un petit peu, c'est un petit peu peinture plutôt que camouflage. Voilà, le maillot à l'extérieur. Mais derrière, on ne sait pas si c'est les vrais, comme il dit l'édition. Et derrière, j'ai retrouvé le motif. Le motif, et c'est moi qui me l'a ressorti, moi à la feinte. Donc, footyheadlines.com qui ressort beaucoup de leaks de maillots des années d'après. Il nous avait sorti ce logo-là avec, vous voyez bien, le motif du tissu qui ne ressemble pas du tout au motif qu'on a vu avant. Je vous remontre la peinture, celui qui est en bleu. Regardez, c'est pas vraiment les mêmes couleurs. Il y a du noir, du bleu un peu plus clair, bleu royal, alors que là, c'est plutôt du bleu un peu pâle, un peu bleu, presque turquoise, je ne sais pas comment le dire, mais bon bref. Voilà les amis, c'est pas vraiment le même bleu. Et je pense plus qu'on va se rapprocher d'un tissu comme ça que plutôt le maillot comme ça, que ça me semblerait bizarre que ça soit celui-là. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des maillots. Notez-les si c'est ceux-là qui sortent. Moi je dirais 7 pour les deux. Allez, 7 pour les deux, comme ça on ne fait pas de jaloux. Voilà les amis, donc on termine la vidéo et ce soir on espère qu'on aura une victoire encore une fois. Comme le match face à Benfica. 2 victoires consécutives après 5 défaites. Pourquoi pas continuer? On est en mission pour cette fin de saison. Il faut pourquoi pas gagner tous les matchs qui arrivent. Les 9 que je vous ai dit. Pourquoi pas faire une série même de 10 avec le match de Benfica. 10 victoires consécutives. Ça voudra dire qu'on soit en fin de saison 5e, je pense, au classement. On ne pourra pas remonter au-delà de la 5e place. Même si mathématiquement, c'est pas fini pour la 4e place. On a 10 points de retard sur Lille, je crois, qui est 4e. Mais 10 points en 6 rencontres, je trouve que c'est rédhibitoire. Je pense que c'est rédhibitoire. Lille va gagner quelques matchs quand même, faut pas déconner. Et nous, même en gagnant tous nos matchs, on n'arrivera pas à remonter en championnat. Donc je pense que le maximum qu'on pourrait atteindre, ça serait 5e place et gagner l'Europa League. Et pour moi, si on gagne l'Europa League, qu'on soit, je m'en fous, 5e, 6e, 7e, 8e, allez, 9e, allez, 10e, ça me ferait chier qu'on soit 10e, mais on gagne l'Europa League. Pour moi, ça serait une saison réussie. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les lives que j'ai fait en parlant avec vous sur les lives irréels. Mais moi, personnellement, si on gagne l'Europa League, je serai satisfait de la saison. Satisfait de la saison, pas dans l'ensemble, c'est-à-dire tout l'ensemble, mais plutôt le bilan de la saison, le résultat final, je serai satisfait, on aura un trophée. Voilà, c'est ce qu'on attendait cette saison. Moi, j'attends ça depuis très longtemps. 2012, vous aussi. 2012, donc on n'a pas de trophée. Donc un trophée, plus
En plus, c'est pas n'importe quel trophée, c'est quand même un trophée que personne n'a gagné en Ligue 1. Personne n'a gagné en France. C'est un trophée qui commence à être de plus en plus valorisant quand on voit les niveaux qu'il y a dans ce trophée d'Europa League. Je trouve dans ces compétitions d'Europa League, elle est de plus en plus forte. Elle se rapproche de plus en plus presque d'un niveau Champions League à prime, on va dire. Et ça serait franchement euh, exceptionnel que l'OM remporte cette compétition. Donc l'Europa League plus la qualification en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc tout serait bénef. Tout serait bénef. Et on serait comme des dingues. On serait comme des dingues, les amis. Voilà, les amis. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche en famille ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous allez faire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous mangez ce matin. Tiens, au petit-déj, ça me ferait plaisir. Allez, vive le foot chez Sebache Foot. Et surtout, les amis, allez l'OM!